Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'une saga démentielle reconnue par des milliers d'internautes au travers du monde. Mais personne te regarde. Et oui, une fois encore, je vous ferai découvrir mon point de vue sur des choses plus merveilleuses les unes que les autres. C'est trop génial. Bon. Et bien sûr, j'en serai le présentateur parce que pour présenter des choses exceptionnelles, il faut quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un comme moi. Et voilà, c'est reparti. Filez-lui ses pilules pour les gosses, s'il vous plaît, ça urge. Enfin bref, trêve de bavardage, trop de... J'en perds mes mots. Je suis tellement impatient de vous présenter un film que j'ai aimé, que j'ai adoré. Enfin non, pas vraiment. Bref, il en fait trop. Ça y est, voilà, il en fait trop. Toujours plus. Allez, vas-y. 8e merveille du monde, tout ça, rajoute-en. Vous l'aurez compris, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anime-moi qui cette fois parlera d'un monstre à Paris. Et cette fois, nous parlerons d'un film au béret, un film au fromage, un film bien de chez nous, un monstre à Paris. Une fois encore, je vous invite à regarder ce film avant de regarder cet épisode pour ne pas être spoilé. C'est lourd à répéter tout le temps les mêmes choses, mais tout le temps quoi hein. Réalisé par Bibo Bergeron et coécrit par Stéphane Casadijan, Un monstre à Paris est un film animé en images de synthèse. Ce qu'il est intéressant de relever, c'est que Un monstre à Paris est l'un des premiers films d'animation à laisser autant de place à l'univers musical. Fantasia, t'en fais quoi? Joker. Mais ce qui m'a réellement motivé à voir ce film au cinéma en 2011, c'est son casting fort plaisant au premier abord. Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, Gad Elmaleh pour les principaux rôles. Vanessa Paradis, qui c'est? Vanessa Paradis, c'est ça. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Mathieu Chédid, c'est ça. Bras de bois, de clés au doigt, des corps pourtant. Vanessa Paradis, c'est ça. Un sourire, puis un soupir. Mathieu Chédid, c'est ça. Je me dis sous guettant le sombre, quel est le sens à première vue? C'est bon, on a compris. T'inquiète, on a compris. Et Gad Elmaleh, c'est ça. Pas de truc qu'on ne savait pas qu'il y avait écrit derrière, en tout petit, je savais pas, oh là là, non. Un casting impressionnant même pour les seconds rôles avec notamment la présence de Bruno Salomon, un réalisateur co-auteur du scénario de base, une production de Luc Besson. Ce film avait tout pour réussir. Pourtant, il n'a reçu aucune récompense. Juste des nominations dans les catégories meilleur film d'animation et meilleure musique. Et la musique, justement, parlons-en. Avec Mathieu Chédid, dit M, et Patrice Ranson à la composition, le film ne pouvait être que réussi sur le plan musical. Et c'est un petit peu ce que l'on reproche à ce film, puisque la musique marque plus que les autres éléments du film. Je cache ma lumière sous ce manteau noir, cette écharpe rouge, ce chapeau. Dans cet extrait, combien d'entre vous auront remarqué au premier visionnage les petits détails? C'est presque impossible de se concentrer tellement la musique nous saisit en fait. Je suis à pas, vraiment à pas, rue à Paris, vers minuit. Mais Un monstre à Paris, c'est aussi ce que j'appelle la technique Maître Gims, à savoir la même chanson partout, tout le temps. Ouh, Bella. La scène, la scène, la scène. La chanson est omniprésente. Il est impossible de sortir de la salle de cinéma sans chanter la scène, la scène, la scène. Et c'est dommage parce qu'avec une plume comme celle de Chédid, nous aurions pu avoir plus de chansons comme celle-là. Toutes les larmes que tu vois couler sur mon visage. Je divague, j'avoue que mon amour des textes bien écrits prend le dessus. Si l'on résume rapidement, Émile, projectionniste de cinéma, tombe éperdument amoureux de l'hôtesse d'accueil du cinéma dans lequel il travaille. Maud, ma chérie, ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Le passé est le passé, l'avenir nous appartient et rien ne pourra jamais plus nous séparer. Raoul, l'excentrique livreur, lui rend service et lors d'un détour, il crée Franqueur, une puce géante qui sait chanter mais qui ne sait pas parler. Tu le sens? Le gros what the fuck? Au final, le préfet tente de devenir maire de Paris avec l'aide des médias
et la peur inspirée par ce monstre. D'un sauveur, d'un héros. En d'autres termes, il a besoin de moi. Lucille le prend en affection, montre aux autres protagonistes qu'il n'est pas méchant et le sauve de l'ambition du préfet. Vous avez perdu les pédales. Bien au contraire. Tout le monde est heureux, on chante et tout le monde se rend compte qu'ils s'aiment. C'est pas beau la vie quand même. L'histoire en elle-même n'a rien d'exceptionnel. Un homme ambitieux qui est prêt à écraser tout et tout le monde pour réussir. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Je suis prêt à éradiquer jusqu'au dernier box-troll de cette ville. Un acolyte qui a un soudain revirement de conscience. Ce qui rend ce film particulier, c'est sa musique. Bien que répétitive, elle est très travaillée et accompagne chaque instant du film. Je ne pousserai pas la comparaison jusqu'au célèbre La mort aux trousses, même si j'avoue que l'idée m'a un peu effleuré l'esprit quand même. Tu viens de la faire en fait. Et l'autre chose importante dans ce film, c'est son humour, qui est présent tout au long du film. Et en fait, on reconnaît bien la patte de Gad Elmaleh dans ses blagues. C'est le monstre qu'on a créé. Oui, notre petit monstre, il est à tes yeux et mes poils aux pattes. Et c'est ce qui fait la qualité du film, puisque les acteurs jouent un rôle qui correspond à l'image que l'on a d'eux. Le combo est forcément réussi. C'est très gentil de me dire ça, monsieur le préfet, mais je ne suis qu'une chanteuse. Je vais me concentrer sur 5 personnages, qui sont pour moi les plus importants et les mieux réussis. Lucille, j'adore ce personnage pour 3 raisons majeures. Déjà, elle est une artiste accomplie. Voici maintenant, à mes côtés, la merveilleuse Lucille. Lucille, l'ange de Montmartre. Le métier d'artiste est un métier assez peu mis en avant dans les animés, et c'est une très bonne chose que ça change et que ça évolue. C'est aussi une jeune fille de son époque. On ne parlera que de ça dans Paris, et ce serait pour moi. Mais elle est rebelle, et j'adore cette cassure des codes de la société. Allez-y, tirez! Mais surtout, elle est le point de départ de l'histoire avec un grand H, puisque c'est elle la première qui comprend que Francoeur n'est pas un monstre comme on le laisse croire. Ça te plairait, Francoeur? Francoeur, la force tranquille, le personnage est quand même à l'épreuve des balles. Et pourtant, il se contente de chanter son amour. Je vous parie qu'un jour vous aussi vous chanterez ce qu'on appelle l'amour. Il n'y a rien de plus à dire. Le personnage est complètement non violent et ça le rend hyper attachant. Raoul, c'est un personnage essentiel dans le film. Non pas parce qu'il est responsable de la création de Francoeur, parce qu'il apporte une certaine légèreté au film avec ses petites pointes d'humour. Bonjour, Madame Omelette. Pas trop baveuse? Je plaisante, on va pas se brouiller, cocotte. Émile, je l'ai mis dans le top des personnages pour une seule raison. Il est passionné de cinéma. Peut-être. Un petit bijou, n'est-ce pas? Oui, magnifique. Il s'improvise réalisateur. Quel est cet arbre? Alors ça, Émile, c'est un Extremus gigantus circus à Brocolus. Et il est ultra timide dès qu'il s'adresse à celle qu'il aime, Maud. Vous savez, Maud, je me demandais si vous vouliez bien. Au final, j'adore ce personnage parce qu'il me ressemble. Il est chauve, timide, passionné de cinéma. Émile, si tu me regardes, t'es un petit peu mon alter ego en version réussie. Le préfet, ce bon gros... En d'autres termes, il a besoin de moi. Il a un ego surdimensionné. Réfléchissons, qu'est-ce qui pourrait rimer avec action d'éclat? C'est évident. Moi... Il fait de l'abus de pouvoir. Choisissez. Par hasard, vous n'auriez pas une Légion d'honneur? Et même en matière d'amour... Nous ne sommes pas loin de la perfection. Comment ça, pas loin? Eh bien, pour que mon bonheur soit total, il suffirait que votre nièce, délicieuse et adorable, accepte cette invitation. C'est ce qu'on fait de mieux
comme personnage totalement détestable. J'adore cette satire de la politique qui dit que trop de pouvoir entraîne les pires abus. Tu fais de la propagande sans me prévenir? Ah ouais, ah ouais. J'avoue que j'ai eu un véritable pet de cerveau la première fois que j'ai vu cette scène. Je veux dire, combien d'entre vous auraient pu imaginer une scène de course-poursuite incluant un funiculaire? Une pancarte en forme de luge. Raoul, si on ne s'en sort pas, je te tue. Ça me va. Une voiture bourrée de gadgets des dizaines d'années en avance. Un bus conduit par une puce. Un singe qui démonte une structure en bois. Un manteau en foin. Ton manteau? C'est pas grave. De toute façon, c'était du foin. Un cheval causant un énorme accident de voiture de police. Un dirigeable. Vas-y, pédalez! Des barques. Et de l'hélium. Je n'ai pas de conseils à vous donner, monsieur, mais vous ne croyez pas qu'on devrait... On pourrait peut-être... À quel moment les scénaristes et les réalisateurs se sont dit « T'inquiète, c'est cohérent ». Cette scène est complètement surréaliste et au final, c'est ce qui est beau dans le cinéma d'animation. Il n'y a aucune limite. Dans un film dit classique, cela aurait demandé un budget tellement colossal que vous n'auriez jamais vu cette scène. Mais je sais ce que vous demandez. Pourquoi avoir choisi ce film? Pour ça. Toutes les larmes que tu vois couler sur mon visage. Reprenons calmement. Vous avez ici une superbe démonstration d'accord entre l'image et la musique. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Lucille d'abord, puis les deux couples pleurent ensemble la mort de Francoeur. Toutes les larmes que tu vois couler sur mon visage. Je vous l'accorde, c'est compliqué de savoir pourquoi Maud pleure, mais elle est triste aussi. Nous avons une ambiance triste accompagnée des paroles « toutes les larmes ». Puis nous avons une ambiance paisible et sans rage avec nos deux couples qui se soutiennent mutuellement et se consolent. Avançons un peu. Je regarde Paris et je vous parie qu'un jour vous aussi vous chanterez ce qu'on appelle l'amour. Nous retrouvons nos deux couples. Image parfaite de l'amour dans l'opinion commune. Et je vous rappelle toujours que l'opinion commune est très importante au cinéma. Et nos deux couples regardent ensemble la Tour Eiffel, monument emblématique de la capitale française. Une fois encore, ça colle parfaitement. Et oui, ils chanteront l'amour. C'est la fin de ce poème. Un tournesol s'effondre. Et c'est la fin d'un poème traitant de la fin de la vie. La mise en abîme est presque palpable. Éphémère et sensible. Parler de la vie comme éphémère et sensible, c'est cohérent. Et c'est encore plus marquant du fait d'en parler au travers d'une plante que l'on a tendance à assimiler à une vie plus courte que la nôtre. Où que j'aille, tu sais, Paname, je parle amour. Dans l'amour. Je reviens rapidement sur la notion de mise en abîme, puisque depuis le début, nous avons beaucoup de références par rapport au cinéma. Émile, hé, Émile, je suis là. Et dans ce dernier extrait, le passage du noir au blanc représente bien l'évolution du cinéma au cours du temps et son attache au monde du rêve et au monde du fantasme au sens premier du terme. Petite référence et non des moindres, Bibo Bergeron rend hommage au père du cinéma et au créateur des effets spéciaux. Oh, le nouveau film de Georges Méliès. Émile va être content, c'est son idole. Ils sont nombreux à l'avoir fait. Hugo Cabret, Futurama, Les Simpsons, Un monstre à Paris. Tous les univers ont rendu hommage à ce génie. Et je ne peux que vous inviter à vous renseigner sur ce grand homme qu'est Georges Méliès.
Pour conclure, j'adore Un monstre à Paris et cette fois ce n'est pas pour des éléments en particulier mais pour son ensemble. Les personnages ont une identité pure et on pourrait presque voir les acteurs jouer derrière les personnages. Écoute ma puce, ne t'en fais pas pour moi, tout va bien. Les femmes m'adorent, les hommes rêvent de me ressembler, les hommes voudraient bien être aimés des femmes qui m'adorent et les femmes aimeraient bien être à la place des hommes qui m'aimeraient de... Oui, bref, je suis apprécié et inventif. La musique est particulièrement bien écrite et bien composée et le film fait un superbe clin d'œil au cinéma. Et les incohérences aussi, tant qu'on y est. Bien sûr, les incohérences rentrent aussi dans cet ensemble. Quelles incohérences, dites-vous? Oh, celle-là. Extra lucide, quand tu es sur la scène, la scène, la scène. Tu vas me faire croire que tu l'as vu du premier coup d'œil, toi. Monsieur est un génie. Ah bah oui, monsieur est un génie. Pour vous placer dans le contexte, nous sommes au début des années 1900. 1910 approximativement. Et nous avons un musicien qui joue de la guitare sans le moindre câble. Et je ne suis pas sûr que la technologie sans fil existait à cette époque. Tu le sens, le technicien audiovisuel là? Tu le sens? Et les découpes lumineuses n'existaient pas à cette époque. Et j'oubliais, il n'y a pas de tuba. Voilà, c'est tout pour cette fois. En attendant le prochain épisode qui sera un épisode spécial, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, aimer cette vidéo et la partager si elle vous a plu. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, @JunkiePalace sur Twitter, sur la page Animez-moi sur Facebook. En attendant le prochain épisode, vous pouvez toujours voir ou revoir les épisodes précédents. L'épisode 1 de Coraline, l'épisode 2 sur Dragon et l'épisode 3 sur les box trolls. Comme le prochain épisode est un épisode spécial, je parlerai de plusieurs films et vous pouvez en attendant me conseiller des films dont je pourrais vous parler dans les commentaires de cette vidéo ou sur les réseaux sociaux. A bientôt pour un nouvel épisode de Animez-moi. Thank you.